but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances, et je suis immigrée. Il y a quelques jours, je suis encore tombée sur un post sur les réseaux sociaux qui disait « Il va y avoir un reportage sur l'expatriation de Français en Asie ». Je peux parier l'argent que je n'ai pas, que ça ne va pas parler d'expatriation, ça va parler d'immigration et émigration. Le truc, c'est que le terme migration et tous ses dérivés, ça a une connotation tellement péjorative, tellement négative, que maintenant les Occidentaux, ils ne se considèrent plus des immigrants. Ils sont expatriés. Alors que tous les gens du Sud, dont je fais partie, il n'y a pas de problème à nous appeler immigrants. Alors que immigration, émigration, migration, c'est un terme factuel, c'est un terme neutre, c'est un terme objectif, c'est un terme inoffensif, clinique, froid. Du genre, il n'y a aucune connotation à part la connotation qu'on veut y mettre. Je suis Joanne, je suis immigrée. Je suis une immigrée en France, je suis une immigrée de l'Angola, je suis une immigrée du Portugal. L'expatriation, ce n'est pas ça. L'expatriation, c'est quand votre patron vous envoie dans un autre pays pour une mission et sur un temps déterminé. On vous occupe de votre logement, de l'école de vos enfants si vous en avez. L'entreprise s'occupe de tout et à la fin de votre mission, vous rentrez au pays. Ça, c'est de l'expatriation. Si vous choisissez de trouver un travail à l'étranger, si vous devez chercher et trouver le travail, si vous devez trouver le logement, si vous devez faire toutes les démarches pour vivre dans un autre pays et vous partez avec un aller simple sans idée de retour, ça, mon frère, c'est de l'immigration. Vous n'êtes pas expat. Je suis immigrée. Mon grand frère, il est expatrié. Il est diplomate. Il est délégué, il représente l'Angola auprès de l'UNESCO. Donc, à la fin de sa mission, il rentre en Angola et il attend sa prochaine mission pour un autre pays. On n'a pas du tout les mêmes statuts. Ce n'est pas du tout la même catégorie. Je me souviens, quand je suis rentrée en France en 2021, j'ai vécu chez mon grand frère et il y a eu un recensement. Il y a eu un recensement, on a toqué à la porte, etc. Et j'ai récupéré le fichier, j'en ai parlé avec mon grand frère et mon grand frère a fait « Mais je n'existe pas ». Le truc, c'est que l'appartement où vit mon frère, c'est territoire angolais. Il ne vit pas en France, du genre, il vit en France, mais son adresse, même si elle est en France, appartient à l'Angola. On n'a pas du tout le même statut en France. On n'a pas du tout la même catégorie. Quand je vais chez mon frère, je rentre en Angola, même si c'est à Paris. C'est ça l'expatriation, surtout quand il s'agit de diplomatie. Surtout quand on est diplomate. C'est la belle life, dis donc. Dans mon multivers Kalahari, c'était pas quelque chose de volontaire. Je suis pas partie en train de décider que je vais parler de citoyenneté, d'immigration, d'expatriation, etc. C'est juste, c'est tombé comme ça. Le premier livre de Kalahari, c'est Promesses du bout du monde. Ça se passe quasi exclusivement à Paris, 98%. Mon héroïne est australo-africaine, elle est étudiante et elle est arrivée en France quand la guerre en Afrique australe a éclaté. Et depuis, elle est en protection subsidiaire. Et quand elle va à la préfecture pour renouveler son titre séjour, on lui dit qu'à la fin de ses études, on ne le renouvellera pas parce que d'un côté, elle aura terminé ses études, donc elle n'a plus besoin de titre séjour étudiante par exemple, mais on va signer les accords de paix en Afrique australe, donc il n'y a plus de raison pour qu'elle reste en France. Et
Et donc, on a cette situation de protection subsidiaire, d'immigration, parce qu'en plus, en France, d'un côté, les étudiants ne peuvent plus demander, ne peuvent plus avoir... Bon, ça, c'était en 2011, par exemple. Les étudiants étrangers ne pouvaient pas avoir leur premier vrai job, pas des jobs étudiants, mais le premier job à la sortie de l'université en France. Par la loi, c'est devenu interdit. Donc, mon héroïne ne peut pas juste passer de titre de séjour d'étudiante ou de protection subsidiaire à un titre de séjour d'immigration. Et quand on n'a pas un job qui est rare, précieux, par exemple, si on n'est pas dans la recherche, si on ne cherche pas la cure contre un cancer, contre le sida, etc., il n'y a aucune raison pour vous garder sur place s'il y a des Français qui peuvent faire votre boulot. Et comme mon héroïne, elle fait des études de médias et de communication, elle n'entre pas dans la catégorie on va le garder. Il n'y a aucune raison administrative de la garder. Donc la seule façon pour qu'elle reste en France, c'est le mariage blanc, qui est illégal. Hein? C'est illégal, mais c'est de la romance, c'est illégal. Donc c'est le mariage blanc. Donc quand j'ai raconté cette histoire-là, c'est une histoire d'immigration, c'est une question de titre de séjour, c'est une question de citoyenneté, c'est une question d'appartenance. Des genre, elle est d'Afrique australe, mais elle ne veut pas vivre en Afrique australe. Elle ne veut pas rentrer au pays, elle veut rester en France parce que c'est en France qu'elle se sent chez elle. Et j'ai été sans papier. Et c'était terrifiant et j'ai partagé mes peurs avec mon héroïne parce qu'on ne devient pas sans papier, parce qu'on a envie, parce qu'on est rebelle. On devient sans papier par mauvaise décision, c'était mon cas, des mauvaises décisions, des mauvais choix, de faire confiance aux mauvaises personnes et de ce côté que, mais c'est chez moi. Quand on vous envoie une OQTF qui est une obligation de quitter le territoire, vous avez 30 jours. Ça veut dire que vous avez 30 jours pour plier bagages. Et si c'est chez vous, imaginez, vous avez fait votre vie dans un pays, dans une ville, peu importe. Ces dernières années, c'est là, dans ce pays, que vous avez fait votre vie. On vous donne 30 jours pour abandonner votre vie, ce que vous avez construit, votre maison, vos meubles, vos vêtements, vos amis, votre travail, peu importe. Vous avez 30 jours pour abandonner. Et ces 30 jours, on panique. On a peur, on est terrifié. En 30 jours, on est soit dans l'immobilisation totale, soit on essaye de lutter, etc. Mais peu importe la raison derrière, je peux garantir que la majorité des personnes qui sont sans papier en France ne sont pas devenues de gaieté de cœur. Il n'y a aucun motif de fierté derrière. Donc, ces peurs-là, je les ai transmises à mon héroïne. Et donc, je parle dans Promesse du bout du monde de cette histoire d'appartenance, du genre on émigre parce qu'on veut chercher une meilleure vie ailleurs, mais on reste immigré parce qu'on aime le pays dans lequel on s'est installé. On aime le pays comme si c'était le nôtre. Donc il y a ce côté titre de séjour, immigration, côté sans-papier, étudiante étrangère, protection subsidiaire, tout dans Promesse du bout du monde. Et le truc, c'est que je n'avais pas pensé que ma série, j'en parlerai après, parce que ce roman était supposé être un one-shot. Je n'avais pas pensé écrire un autre roman pour décor d'Afrique australe. C'était un one-shot, on n'en parle plus. Sauf que j'ai tourné un épisode à ce sujet pour... c'est celui où je dis que je voulais une héroïne badass, donc j'ai pris la meilleure amie. Donc, Abby est en protection subsidiaire, elle est étudiante. Sa meilleure amie, Lucky, elle aussi était en protection subsidiaire. Elle aussi était étudiante, mais à la différence d'Abby, c'est que Lucky, elle veut rentrer en Afrique australe. Donc, quand elle termine ses études en Angleterre. Elle commence ses études, elle passe la plupart du temps
en France, mais elle termine sa dernière année d'études en Angleterre et à la fin, elle rentre en Afrique australe. Donc, c'est une revenante. Elle rentre en Afrique australe en tant qu'ingénieure civile. Elle va participer à la construction d'une nouvelle ville et elle va croiser la route de Quinn et de ses hommes. Et Quinn est américain, il est brésilien, il a la double nationalité, mais il a grandi en Afrique australe. Et c'est là que commence l'importance de l'immigration et tout ça, parce que, encore une fois, c'est une question d'appartenance, parce que Lucky est australienne, mais elle a grandi en France, et même si elle a terminé ses études en Angleterre, donc mais c'est Paris qui l'a formée. Alors que Quinn est américain, il est brésilien, il est étranger, mais il a grandi en Afrique australe. Donc, d'un côté, le pays, Lucky, elle se sent chez elle en France, même si elle se sent dans le devoir de participer à la reconstruction de son pays natal, alors que Quinn, il est vraiment australien de cœur. C'est vraiment son pays de cœur. Mais j'ai ajouté une pirouette, j'ai calqué sur la loi sud-africaine. Si on veut se naturaliser en Afrique australe, on doit renoncer à ses nationalités précédentes. Et je peux vous garantir, les gens, quand on vient d'un pays du Sud, comme moi, avec un passeport qui bloque tout, qui ferme toutes les portes possibles et imaginables, jamais on ne renoncerait à un bon passeport selon le contexte géopolitique actuel. On ne renoncerait jamais à un bon passeport parce qu'on aime notre pays d'adoption. Jamais de l'existence. Donc Quinn, pour plus qu'il aime l'Afrique australe, jamais il ne renoncerait au passeport américain, surtout au passeport américain et au passeport brésilien, jamais. Quand on commence Renaissance, dans Renaissance d'ailleurs, tout le roman, Quinn est un expatrié. Il est embauché par une multinationale américaine, il est payé en dollars américains, donc lui, c'est un expatrié. Mais quand on arrive dans Réconciliation, la suite, Quinn et Sabrina sont amis et associés, donc ils sont en train de créer leur société de protection. Sabrina a la double nationalité australo-africaine et anglaise pour la simple raison que sa mère a la double nationalité. C'est le seul moyen d'avoir la double nationalité en Afrique australe. C'est avoir des parents qui ont des nationalités différentes. Sinon, on ne peut pas se naturaliser sans renoncer à sa nationalité précédente. Donc, quand on découvre Quinn, quand on fait connaissance de Quinn dans Renaissance, il est un expatrié. À partir du moment où il crée une entreprise avec Sabrina dans Réconciliation, il n'est plus expatrié, il devient un résident permanent, il devient un immigré. Et ça peut poser problème en tant qu'immigré parce que les immigrés ne peuvent pas créer d'entreprise sans la signature, sans s'associer à une personne du pays. D'où le fait que Sabrina soit son associée, parce qu'elle a la nationalité qu'il faut et parce que sinon elle n'aurait pas voulu être à la tête d'une entreprise. C'était pas son but dans l'existence. Oups. Mais voilà, c'est parce que Sabrina a le passeport australo-africain que Quinn peut créer l'entreprise dont il a toujours rêvé. Donc, on parle d'expatriation, on parle de résidence permanente, on parle d'immigration et on parle du fait que même si on est chez soi, on n'a pas de voix au chapitre. Et c'est très important parce que dans Réconciliation, il y a les élections. Il y a les élections générales. On élit le président, on élit les députés. Et il y a la montée de l'extrême droite qui veut enfermer davantage de choses aux étrangers. Donc Quinn, il a beau se dire que l'Afrique australe c'est chez moi, il est en couple avec une Australo-africaine, mais il ne peut que subir. Il ne peut que subir. Et ce livre, je l'ai écrit en 2020. Donc, je n'avais pas du tout prévu la France de 2024 quand je l'ai écrit. J'ai fait aussi un épisode à ce sujet. Mais du coup,
c'est la situation dont se trouvent tous les immigrés. Genre, quand on regarde, quand on voit la remontée de l'extrême droite, on a peur, mais peur de ce que ça peut provoquer, ce que ça peut avoir comme conséquence pour nous en tant qu'immigrés, parce qu'on n'a pas de voix au chapitre. Et soyons clairs, je ne cherche pas à avoir de voix au chapitre. Et genre, si je veux avoir une voix au chapitre en France, je demanderai la nationalité française. Je ne suis pas encore en mesure de le faire parce que je crois qu'il faut attendre 5 ans et je n'ai pas encore fait mes 5 ans. Donc à voir, mais je suis, en tant qu'immigré, je suis contre le vote des immigrés dans les élections municipales, dans les élections présidentielles, voilà. Parce que je fais l'analogie du propriétaire et du locataire. Je ne suis pas propriétaire, donc si je veux casser ce mur, il va falloir que je demande l'autorisation à mes proprios. Et à mes proprios de décider si oui ou non il y a une raison de casser ce mur-là. En tant que locataire, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas chez moi, je n'ai pas acheté. Si je veux casser ce mur, je n'ai qu'à acheter la maison. C'est la même chose pour la nationalité, la citoyenneté, l'immigration. Je suis immigré. Je suis une locataire de son pays. Si je veux pouvoir casser ce mur, je vais demander la nationalité et je deviens propriétaire. En attendant, motus et bouche cousue. Je crois que c'est ça l'expression. Motus et bouche cousue, je n'ai pas de voix au chapitre. Je respecte ça et je garantis ça, du genre je suis contre toute idée, on va faire les immigrés voter. Non, écoutez les gens, je suis même contre le vote des immigrés. Et si par exemple moi, je ne vis pas en Angola, je ne vis pas au Portugal, je suis contre mon propre vote pour élire le président du Portugal, pour élire le président de l'Angola. Et pourquoi je suis contre ? Parce que en tant qu'immigré, je ne vivrai pas les conséquences de mon vote. Si je suis expatriée, oui, je vote parce que je vais rentrer au pays. Mais si je suis une immigrée sans date de retour, parce que probablement je ne rentrerai jamais, je ne devrais pas avoir la voix au chapitre parce que je ne vis pas le quotidien. Vous avez vu le nombre de personnes qui vivent à l'étranger mais qui ont voté extrême droite ? Et avec l'extrême droite qui veut limiter le droit des immigrés en France. Genre, tu vis à l'étranger. Pourquoi tu veux empêcher d'autres étrangers, des étrangers qui vivent dans ton pays natal, d'avoir des droits pour lesquels ils payent, pour lesquels ils cotisent? C'est quoi la logique? Et j'ai un exemple très pratique, très réel. Je suivais de très loin. Normalement, je m'abonne pas à des célébrités, donc je les suis de temps en temps de loin sur les réseaux sociaux. Et il y avait un couple brésilien. C'est un couple qui s'est formé. C'est un couple de la télé-réalité de Big Brother. Big Brother, c'est l'ancêtre de. C'est l'idée originale derrière tous les love stories et compagnie. Et au Brésil, Big Brother, c'est un truc, c'est un événement. Et il y a 10 ou 15 ans, un truc comme ça, ils se sont rencontrés pendant l'émission, ils sont tombés amoureux, etc. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, ils ont 2 enfants. Et aux avant-dernières élections au Brésil, ils ont annoncé qu'ils allaient voter Bolsonaro. Et Bolsonaro, c'est le Trump brésilien. Et tu fais, ah ouais, quand même, waouh. Et peu de temps après, ils partent, ils émigrent à vivre aux États-Unis. Là, du genre, là où le bas blesse, c'est que le Covid est arrivé. Bolsonaro était dans le genre, prenez de la chloroquine, hein, genre, c'était hier, hein, le Covid c'était hier, donc il était encore dans la phase, prenez de la chloroquine, ça va passer, c'est juste une grippe.
Et ce couple, avec ses enfants, ils étaient aux États-Unis. Pendant que Bolsonaro était contre tout ce qui était prévention, tout ce qui était vaccination, etc., 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 ou alors ça a pris du temps à se mettre en place, le couple qui a voté pour lui, ils étaient aux États-Unis en train de se faire vacciner. Ils ont eu toutes leurs doses. Pendant qu'au Brésil, le gars pour qui ils ont voté a laissé mourir quasiment 1 million de Brésiliens. Ils n'ont pas vécu les conséquences de leur vote. Et ils ont remis ça aux dernières élections. C'est Lula qui a gagné, mais ils avaient remis ça aux dernières élections. Et pourtant, aux États-Unis, ils ont pris toutes leurs doses. Moi, je considère que si vous ne vivez pas les conséquences de vos votes, vous n'aurez pas le droit de vote. Ça, c'est moi. Du genre, ça peut être super radical. Et du genre, et c'est là que on voit que je ne suis pas franchement de gauche. Je suis de centre-gauche. Donc, je suis dans la modération, je suis dans la nuance. Mais voilà. Immigration, citoyenneté, expatriation, les mots ont une importance, les mots ont un sens. Les droits ne sont pas les mêmes, ni administrativement, ni économiques, ni rien du tout. Ce n'est pas la même vie, ce n'est pas la même existence. Donc, dans Promesse du bout du monde, j'ai une étudiante étrangère, protection subsidiaire. Dans Renaissance, j'ai un expatrié qui, dans Réconciliation, est devenu un immigré. Donc, j'avais pas prévu de faire un truc comme ça, j'avais pas prévu de parler d'immigration, surtout comme c'est un thème qui est très proche, vu que j'ai été sans papier et que les conséquences de mon côté sans papier, c'est la raison pour laquelle je suis restée 10 ans en Angola. Ce sont des conséquences. Des conséquences des mauvaises décisions, de faire confiance aux mauvaises personnes. Comme c'est un sujet qui est très proche de mon cœur, très proche de ma propre blessure personnelle, ce n'est pas forcément un thème que j'aurais voulu aborder dans les histoires que je raconte. Mais maintenant que je suis libérée de cette affaire-là, voilà. Maintenant que je suis libérée, maintenant que la blessure est en train de cicatriser, parce que j'ai un passeport qui me permet de me promener, qui me permet de m'installer dans le pays où je veux m'installer, qui me permet de vivre la vie que je veux vivre, je me sens plus à l'aise d'en parler et je me sens plus à l'aise de parler des conséquences de ces mauvaises décisions et des conséquences et des choses qu'on peut faire, qu'on fait, parce que parfois on appartient à un pays qui n'est pas le nôtre et c'est désespérant. Donc, je suis Joanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice luso-angolaise, émigrée en France. Et mon dernier roman, Réconciliation, est disponible en papier et numérique.